Mardi 28 juillet, nous avons perdu une immense avocate, Gisèle Halimi, connue notamment pour sa défense immense de la cause des femmes. Et j'aimerais justement expliquer brièvement pourquoi ça devrait être un exemple pour nous tous et surtout pour nous toutes. Gisèle Halimi, c'est quelqu'un qui est né en Tunisie en 1927, qui s'est infiniment toujours engagé, qui ne s'est jamais laissé marcher sur les pieds. D'ailleurs, en 1960, alors que nous sommes en France, au cœur de la guerre d'Algérie, ça va être quelque chose de naturel. Par exemple, pour elle de signer ce fameux manifeste des 121, parce que on parle ici d'une jeune femme qui s'appelle Djamila Boupacha, qui est membre du FLN et qui est accusée d'avoir posé une bombe, qui a été arrêtée. Elle est arrêtée, mais il n'y a pas de témoin. Elle l'avoue tardivement et cette dernière, apprend-on plus tard, elle a été torturée, violée par des soldats, notamment des parachutistes français. Et Gisèle Halimi va décider de la défendre. Cette dernière sera d'ailleurs relaxée, alors qu'en 1961, cette dernière est condamnée à mort, mais tout le monde sait qu'il y a eu les accords d'Évian en 1962 et donc que cette dernière est grassée. Mais logiquement, Gisèle Halimi a toujours défendu la cause des femmes. C'est pour ça qu'en 1971, elle n'hésite pas à signer le fameux manifeste des 343 publié à l'époque par le Nouvel Observateur. C'était une tribune de nombreuses femmes qui déclaraient avoir avorté, qui avaient donc à l'époque violé la loi. Et elle plaidait pour que toutes les femmes n'aient plus à mettre leur vie en danger pour avorter clandestinement. Et elle a même créé un mouvement en compagnie notamment de la fameuse féministe et l'auteur du deuxième siècle, Simone de Beauvoir, le mouvement Choisir la cause des femmes, qui prendra part à toutes les luttes féministes et qui va d'ailleurs organiser la défense de nombreuses femmes maltraitées. C'est aussi quelqu'un qui est connu parce qu'elle a toujours pris la défense juridique en tant qu'avocate d'affaires, en prenant à partie l'opinion justement pour essayer de faire bouger l'opinion publique et les politiques sur ces questions-là. C'est pour ça qu'en 1972, il y a une jeune fille de 16 ans qui s'appelle Marie-Claire et qui, accompagnée de sa mère, va justement demander à Gisèle Halimi de les défendre parce que sa mère a aidé sa fille à avorter. Et elle va évidemment accepter de prendre cette défense et Gisèle Halimi va faire venir au procès à Bobigny de prestigieux témoins dont le professeur de médecine Paul Milès, qui était un fervent catholique à l'époque, qui est père de 6 enfants, et elle va justement tenter de prendre l'opinion, de prendre justement les journaux, les médias à part pour expliquer que ce qui s'était passé et que ces femmes soient éventuellement en compagnie de sa mère, qui plus est condamnées uniquement parce que la mère avait aidé sa fille à avorter, ce n'était plus du tout tolérable. D'ailleurs, à la fin, cette fameuse Marie-Claire sera relaxée, sa mère condamnée, mais absolument dispensée de peine. C'est donc quelque chose de symbolique qui va marquer un tournant pour la lutte justement pour le droit des femmes. On est en 1972 et quelques années après, en 1975, c'est la fameuse loi pour l'IVG par Simone Veil. C'est donc une étape absolument cruciale aujourd'hui pour les femmes. En mai 1978, on est à Aix-en-Provence, d'ailleurs devant les assises des Bouches-du-Rhône, et Gisèle Halimi va représenter 2 jeunes femmes belges qui ont porté plainte contre 3 hommes, parce que dans la nuit du 21 au 22 août 1974, ces dernières sont violées. Et les 3 hommes plaident non coupables. Hors du prétoire, Gisèle Halimi va d'ailleurs être incendiée, bousculée, insultée, même menacée, parce que justement, ces femmes ont osé porter plainte alors qu'elles avaient été violées. Et les hommes, eux, sont condamnés grâce à la plaidoirie de Gisèle Halimi. Et de nouveau, ce procès va ouvrir le chemin vers la fameuse loi de 1980 qui reconnaît justement, ce n'était pas le cas jusqu'à ce jour, que le viol est un crime. Une fois de plus, Gisèle Halimi arrive à s'emparer d'une affaire juridique pour faire avancer la société et prouver qu'elle est infiniment engagée toujours du côté des femmes. Ces dernières, d'ailleurs, au début des années 80, va essayer de faire passer son mouvement et son combat juridique concrètement dans la politique, puisqu'elle va être élue députée de l'Isère. Elle va poursuivre son combat à l'Assemblée et cette fois-ci pour le remboursement de l'interruption volontaire de grossesse, donc pour l'IVG. Et cette loi va d'ailleurs être votée en 1982 et en 1998, elle va même faire partie de l'équipe qui crée Attaque et donc qui va justement renforcer le contrôle des citoyens sur les politiques et elle va également, notamment pendant son intervention dans les médias, dans ses livres, faire en sorte que le droit des homosexuels et que l'homosexualité soit dépénalisée. Enfin, pour prouver jusqu'au bout des ongles qu'elle est féministe, cette dernière en 1989, lors de l'affaire du Creil, ce qu'on appelle également l'affaire du voile, alors que 3 jeunes femmes arrivent
dans l'Oise voilée à l'école, il y a toute une affaire qui se met en place, ça atteint l'éducation nationale. Cette dernière, Gisèle Halimi, fait partie de SOS Racisme à l'époque. Et SOS Racisme, à l'époque dirigé par Malek Bouti, va décider de dire que ce qui se passe en ce moment à l'école, que ces fameuses filles soient rejetées uniquement parce qu'elles portent un voile, c'est une honte. Et bien Gisèle Halimi va aller sur un plateau en 1989 et elle va décider de dire que le problème du voile, ce n'est pas du tout un problème de voile, mais pour elle, de foi, pardon, mais pour elle, le voile, c'est aussi une soumission de la femme. Et donc Gisèle Halimi est un exemple aujourd'hui pour les femmes, pour nous toutes, pour la jeunesse, car c'est quelqu'un qui s'est battu, c'est quelqu'un qui ne s'est jamais laissé marcher sur les pieds. D'ailleurs, dès 10 ans, aujourd'hui, quand on lit ses mémoires et les portraits, on sait qu'elle a fait une grève de la faim uniquement pour avoir le fameux droit à la lecture et l'instruction à la lecture. Et c'est d'ailleurs un peu contre tous les avis qu'elle partira faire ses études de droit à Paris. C'est donc un exemple car elle ne s'est jamais laissée abattre. Elle a fait surtout partie, elle s'est toujours battue pour un féminisme universel. C'est un féminisme qui aujourd'hui, lorsqu'on voit les formes qu'il peut prendre, devrait justement nous aider à savoir de quel camp on se situe et dans quel camp on veut être et savoir et rappeler qu'aujourd'hui encore, il y a des femmes qui plaident pour ce fameux féminisme républicain universel et c'est ça le plus important.